Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Je suis Stella Bida et aujourd'hui j'accueille Philippe Arnaud Marquier. Philippe est investi depuis 23 ans dans le secteur du numérique et des entreprises innovantes sur l'île de la Réunion. Il est l'ancien président de Digital Réunion, contexte d'ailleurs dans lequel je l'ai rencontré à travers le forum Nexi. C'est ça. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu en lui vraiment un leader d'excellence dans le fait qu'il est excellent dans ce qu'il entreprend, mais surtout, il donne la possibilité aux autres d'être excellents. Donc, je suis très ravie de l'avoir aujourd'hui. Philippe, bienvenue dans ces conversations. Merci de me recevoir. Bonjour à toutes et tous. Mais Philippe, avant qu'on démarre notre conversation, je me demande, est-ce qu'il y a des aspects de toi dont je n'ai pas parlé en guise d'introduction? Sûrement, oui, parce que on est tous des personnalités complexes. C'est vrai que là, je me présente en tant qu'entrepreneur et j'espère que finalement, ce que je fais en tant qu'entrepreneur révèle mes qualités et mes défauts. Il faut être très clair. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un moment de vérité avec soi-même. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Très souvent, les gens qui entreprennent, vont se dire que, effectivement, ils vont rapidement voir leurs qualités, soit par exemple de résilience, la crise qu'on traverse peut vous révéler, par exemple, ou de persévérance, voilà, et puis de communication avec les autres, parce que c'est un travail de communicant quand même, d'entreprendre et de faire travailler, on va dire, une équipe autour de soi. Donc voilà, je pense que surtout quand on est entrepreneur, il faut être fidèle à soi-même. Donc voilà. Et s'entourer des bonnes personnes lorsque on a décelé en soi des incompétences ou des défauts. Dans ces cas-là, il faut les équilibrer avec les compétences et les qualités des autres. Voilà. Et ce que tu viens de dire, s'encadrer, s'entourer d'autres personnes, comment est-ce que tu fais pour trouver les bonnes personnes? Parce que j'ai remarqué que beaucoup me disent, c'est pas évident, mais quel est ton secret? Comment est-ce que tu fais? Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a deux drivers, en fait, pour trouver les bonnes personnes. C'est les valeurs qu'elles partagent avec vous. C'est important, parce que c'est un socle qui est fondateur dans la manière dont vous allez entreprendre, surtout quand vous allez être dans la difficulté, parce que un projet, notamment le Forum Nexis, il est semé d'embûches, il est semé d'écueils, de difficultés. Donc, ça va stresser une équipe. Ça va l'éprouver par rapport à sa capacité à être solidaire et à avancer et à garder le cap. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si on a un socle de valeurs qui est commun, et si on a fait attention à aller chercher les bonnes personnes sur ce plan-là, déjà, on a un avantage. C'est la différence, d'ailleurs. Regardez dans le sport, on a eu l'occasion, notamment en équipe de France de football, je pense à ça, on avait des équipes qui étaient très solidaires, parce qu'elles avaient des valeurs communes, et puis des équipes où les joueurs, finalement, ils étaient un petit peu, chacun dans leur coin, un petit peu en mode solo, et ça n'a pas marché, alors qu'ils étaient très bons individuellement. Donc ça montre bien quand même que l'esprit d'équipe, les valeurs, ça c'est une base. C'est une base pour créer, on va dire, une équipe gagnante. Ensuite, évidemment, il y a la compétence. La compétence, c'est le savoir-faire que on a révélé, alors pas forcément dans le sujet qui vous est imposé, mais en tout cas, voilà, c'est la capacité à analyser, synthétiser et puis finalement en tirer des conclusions, apporter des propositions lorsqu'on est, sous le coup d'une hiérarchie, ou alors le transformer en leadership quand on a les manettes, quoi. Le transformer en leadership. Le leadership, voilà. C'est un mot dont on parle énormément. Quel est selon toi? Moi, je t'ai observé en tant que leader et j'ai absolument apprécié et aimé ce que j'ai vu en tant que leader chez toi, Philippe. D'après toi, quel est le plus grand mythe autour du leadership? D'abord, il faut avoir ce goût-là. C'est pas un goût de diriger les autres, c'est un goût j'allais dire, de rendre les autres plus performants autour d'un objectif. Voilà, c'est juste ça. C'est se dire à quel moment
telle personne va pouvoir exceller, et à condition que cette personne y trouve, comment dire, un, un, un bien pour soi, pour elle-même. C'est-à-dire que si vous embarquez quelqu'un dans une histoire et que finalement, même si elle performe, elle n'en retire pas du plaisir ou de l'accomplissement, ce qui est quand même très lié, évidemment, vous n'avez fait que la moitié du chemin. Si vous avez fait tout ça, là, vous avez vraiment gagné parce que non seulement les gens, ils auront la satisfaction d'avoir accompli la tâche que vous leur avez assignée, évidemment, mais surtout, ils vont se dire, tiens, je me suis révélé, j'ai révélé des qualités que peut-être ils n'avaient pas forcément entrevues pour eux-mêmes, et ils en sortent améliorés, entre guillemets. Donc, c'est ça quand même qui est intéressant. Je pense que c'est comme, encore une fois, je reprends l'exemple du sportif. Si vous êtes dans une équipe et que finalement, à plusieurs, vous allez chercher la Coupe du Monde, bah, finalement, vous vous dites que c'est parce que vous avez été ensemble, que vous avez eu un bon leader, que vous avez accompli ce résultat-là. Et là, ça vous transcende. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de faire, c'est s'assurer que la mission qu'on confie à quelqu'un va être capable de le transcender sans le submerger. C'est important parce que sinon, vous allez décourager les gens, vous allez les confronter à l'échec. Parfois, l'échec, ça peut être fondateur, hein, c'est pas complètement idiot de le faire, mais par contre, il faut avoir en tête un chemin pour chacun et se dire, voilà, qu'est-ce qu'elle pourra accomplir dans cette mission-là. C'est pas facile parce que parfois, quand on a comme ça beaucoup de collaborateurs, on peut en oublier un, on peut être moins attentif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une capacité d'écoute permanente, ce qui n'est pas toujours facile. Je vous le dis franchement, c'est pas un exercice que moi je réussis complètement. Mais en tout cas, voilà, si on a cette attitude, ce souci, on va dire, de l'autre, je pense qu'on peut arriver à de bons résultats. Et d'après ton expérience, parce que tu disais qu'il fallait donner un environnement aux autres pour qu'ils puissent exceller et se révéler. Comment est-ce que tu sais, d'après ton expérience, qu'une personne n'est pas en train d'expérimenter cela? Ce côté « je me révèle ». Est-ce que tu as… Je ne sais pas si ma question elle est claire. À quel moment est-ce que tu sais que la personne n'est pas dans un environnement où elle se révèle et elle grandit? Alors, je pense que quand on voit la personne en difficulté ou malheureuse, voilà, bon, d'abord, il faut l'accompagner, il faut aider. Parfois, on peut aussi faire ce qu'on appelle une erreur de casting. Hein. On peut se tromper. Voilà. Et donc là, il faut être très, très honnête avec les gens et leur dire, bah, voilà, donc, tu fais pas l'affaire et je vais t'expliquer pourquoi. Et puis, par contre, peut-être que cette mission-là t'ira mieux. Donc, il faut être franc. C'est vraiment un travail de franchise et de transparence aussi, hein, de diriger les gens. Et puis, faut pas avoir peur aussi de dire les choses. Parfois, on blesse les gens. Il faut être confronté à ça. Mais il faut pas le faire par manière gratuite. Je pense qu'il faut être capable de le faire en se disant, voilà, si je mets le doigt sur cette difficulté que la personne n'a pas encore su adresser, peut-être que ça va lui permettre de progresser pour la fois d'après. Et je vais peut-être lui donner des clés pour ça. Sachant que, bon, on n'a pas les solutions pour tout le monde. Moi, j'ai pas du tout cette prétention-là. Hein. Ce qui a été facile pour nous en termes d'engagement de l'équipe autour de la création du Forum Nexi, c'est qu'en fait, d'abord, moi, je suis parti d'un écosystème qui était déjà existant, que j'ai contribué avec d'autres à structurer, certes, mais dont j'étais assuré de l'excellence. Ça, c'est important. Et quelque part, le Forum Nexi, il est fait pour mettre en évidence l'excellence d'un écosystème qui est pas très connu finalement de l'extérieur. Les gens ne savent pas que La Réunion, c'est le territoire français le mieux fibré de France devant l'Île-de-France, devant Paris quand même, donc c'est pas rien. Et avec des compétences, des écoles d'ingénieurs, tout ça à 10 000 km de Paris. Voilà, des gens qui, dans quasiment tous les domaines, y compris l'IA, sont de très haut niveau parce qu'ils ont fait les mêmes écoles que leurs collègues à Paris, Nantes ou Lyon ou Bordeaux, quoi. Donc, mon idée, c'était juste ça, c'était de se dire, c'est dommage, on a un super écosystème, on a passé 15 ans, enfin 20 ans maintenant à le structurer, il est mature et il fallait lui donner une vitrine qui soit à sa mesure. Et puis surtout, le Forum Nexi, c'est aussi un moment où on va se confronter notamment à des gens comme toi
qui vont nous aider aussi à nous hausser. Parce qu'en fait, on a très bien... Je pense que tous les speakers et tous les participants de Nexi nous disent qu'ils ont vécu une bulle assez intéressante où finalement, ils ont passé un bon moment. Pourquoi? Parce qu'ils ont, on va dire, mis en alerte leur intellect. Ils l'ont confronté à des expériences qui sont parfois similaires, mais souvent sur des territoires qui sont différents, avec des histoires différentes. Et c'est pour ça qu'on a cet enrichissement-là. Et donc, quelque part, on ne peut pas avoir un rôle, mener, comment dire, une situation de leadership si on n'a pas une vision. La vision, je l'ai indiqué, hein, c'est ça qu'on avait sur Nexi. La transformer en mission, c'est bateau ce que je dis, mais c'est vrai que ça marche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se dit, bon, notre vision, c'est d'être un écosystème français, francophone de la tech, dans un environnement anglophone qu'il faut aller conquérir sous l'angle de l'excellence. Une fois qu'on a dit ça, quels moyens on met en œuvre? Et c'est vrai qu'un business forum, qui est un rendez-vous régulier avec d'autres écosystèmes, ça permet de créer des liens, ça permet de créer des courants de business, ça permet de les maintenir, et ça permet chaque année d'entretenir cette flamme qui fait qu'à un moment donné, le business s'installe. C'est ça l'idée. Et donc, c'est plus facile d'avoir un rôle de leader dans ce cas-là. Moi, je peux vous dire, là, maintenant que j'ai arrêté de m'en occuper, parce que c'est un mandat, donc tout a une fin, et autant j'ai adoré le faire, et autant je pense que quand on a un mandat, il faut savoir s'arrêter, c'est ce que je pense avoir fait. Mais là, je suis davantage dans mon entreprise, et finalement, c'est plus dur dans l'entreprise, parce que c'est un écosystème qui est plus restreint, nos horizons sont plus courts, et donc le leadership, il est comment dire, il est à créer différemment, quoi. C'est pas le même exercice. Voilà. Là, on a autour de nous des gens qui ont tous leur business, qui ont tous envie quelque part de faire quelque chose pour les autres et de se transcender eux-mêmes. On retrouve souvent ça dans l'associatif, hein. C'est pas, on va dire, comment dire, étonnant. Et quelque part, on a créé une bonne cause pour le faire. Voilà. Et en plus, la cause perdure, et puis on agrège des nouveaux entrants, des jeunes. C'est très. En plus, on est dans un environnement qui est multiculturel, qui donne une place, j'espère, importante aussi pour la féminité, parce que c'est important. On est quand même dans un secteur qui est assez peu féminisé, mais quand même, dans nos territoires, autour de la Réunion, l'océan Indien, l'Afrique, la place de la femme est importante, et tant mieux. Et donc, on peut retrouver ça dans nos équilibres. Nous, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, j'essayais de faire en sorte que chaque table ronde qu'on avait, voilà, qu'il y ait, si ce n'est la parité, au moins une présence féminine, de manière à ce que la voix féminine soit présente, pas pour que ce soit un gadget, pour que ce soit un apport tel qu'on l'a dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le genre humain a besoin de ces deux jambes pour marcher de manière équilibrée, quoi. Voilà. Et donc, dans la tech, je pense qu'on a besoin de ça, et comme dans tous les secteurs. Mais nous, on est un secteur qui, malheureusement, laissons finalement très peu de place pour les femmes, du moins en Occident. Philippe, moi, je pense, ces 2 ou 3 dernières années que je te connais, j'ai vu combien tu as mis de l'énergie juste à créer tout cet écosystème, en fait, à le faire vivre, à le faire évoluer. Ma question, c'est quelle est la raison fondamentale qui fait que tu es autant d'entrain à le faire? Elle est très simple, hein. Je pense qu'elle est commune à tous les Français et les francophones du lointain. Quand je dis lointain, c'est loin du centre culturel de la francophonie qui est Paris. Après tout, vous êtes belge, hein, donc vous pouvez ressentir ça. Je pense que les Africains en Afrique francophone le ressentent aussi. On a quelque part un phare culturel, intellectuel qui est Paris. Et on voit très bien que ce centre-là, en qui on a confiance, parce que quelque part, on est baigné dans une histoire qui est très forte, qui est très prégnante,
et qui a traversé les siècles. Et en même temps, on voit qu'aujourd'hui, la France est un pays qui s'est un petit peu déconnecté de la marge du monde. C'est-à-dire qu'on est un pays qui s'est très... on dit l'hexagone, mais malheureusement, l'hexagone, ça détermine des limites. Et on a transformé des limites géographiques en limites intellectuelles. Et tous les francophones qui sont... moi, j'ai vécu au Canada, donc j'avais déjà ressenti ça, mais et à La Réunion, c'est pareil. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et on ressent la même chose. On a vraiment l'impression que la France et les Français, souvent d'Hexagone, n'ont pas compris que la richesse comment dire, de la francophonie est beaucoup plus large, beaucoup plus plurielle, et serait beaucoup plus, on va dire, utile si elle était, on va dire, davantage travaillée plutôt qu'un simple concept. Les Anglais ont très bien réussi à faire ça à travers le Commonwealth, à travers leur circuit d'affaires. Ils sont beaucoup plus, on va dire, pragmatiques que nous sur le business. Et voilà, ma motivation, c'était de me dire, eux, ils le font, pourquoi pas nous, quoi. C'est tout, hein, c'est juste ça. Puis nous, on a l'exemple de l'île Brice à côté, qui est une île indépendante, qui a été très conquérante dans son environnement commercial. Voilà, bon, après tout, les gens qui sont formés en France ont la tête bien faite, comme ailleurs. Il n'y a pas de raison que parce qu'on est francophone ou français, on ne soit pas capable de faire valoir ce qu'on est. Donc il y a ça, il y a aussi, ça c'est ma principale motivation. Moi, j'ai passé plus de temps finalement loin du centre de décision qui est Paris ou la métropole que dans les pays que j'ai cités. Mais du coup, ça me donne, je pense, un avantage en termes de vision, c'est de se dire que ben voilà, dans une économie mondialisée, il faut profiter de ces richesses que sont les pays africains, ce qu'on appelait autrefois les dom-tom, donc les collectivités d'outre-mer, qui font la richesse d'un pays, quoi, et d'un environnement culturel qui est la francophonie. Eh ben. Mais en fait, la prochaine question que j'ai, c'est par rapport au changement. Voilà, au changement. Alors et ouais. tu es déjà dans le changement avec la filière numérique. C'est une filière dans laquelle il y a du changement, il faut s'adapter, il faut évoluer. Mais je me demandais, comment est-ce que toi, tu fais pour gérer personnellement les étapes de changement dans ta vie? Et je pose cette question parce qu'on est dans une phase Covid et beaucoup de personnes sont un peu contraintes d'être dans une phase de changement. Comment est-ce que toi, tu gères tes phases de changement? Alors, je ne sais pas si ce sont mes gènes asiatiques, mais tu sais qu'en Asie, les crises sont des moments fondateurs. En tout cas, la philosophie asiatique voit toujours la crise comme le moment où on va déployer de nouvelles stratégies, trouver un bénéfice à une situation qui, d'emblée, nous paraît stressante et problématique, mais qu'on va être capable de retourner et de transformer cette difficulté en bien. Moi, j'ai mon cas dans mon entreprise. Hein. Nous, on est dans le digital et on a, durant le premier confinement, beaucoup aidé nos clients à se digitaliser davantage. D'ailleurs, tu vois, là, on est en visioconférence. Peut-être qu'auparavant, tu serais venu à La Réunion pour faire l'interview à Nexi. Bon, on le fait à distance parce que probablement il y a le Covid. Mais au-delà de ça, dans mes clients, moi, j'ai essentiellement des compagnies aériennes, des banques et des groupes hôteliers et des destinations touristiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes clients sont impactés très fortement par le Covid. Parce que une compagnie aérienne, tu t'imagines bien ce qui se passe aujourd'hui. Un hôtel, surtout quand on est sur une île comme La Réunion, on a quand même moins de touristes, donc c'est compliqué. Et puis ensuite, on a bien vu aussi que les banques souffraient, pour d'autres raisons, certes, mais enfin quand même, elles sont au premier chef. Donc quelque part, nos clients sont sous la douche, quoi. Donc on les a accompagnés et en même temps, on voit très bien que ils vont réduire leurs investissements. Donc nous-mêmes, on sera impactés. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait ce que toute entreprise fait quand elle est confrontée à une crise. Hein, et dans le monde des startups, il y a un nom pour ça, on pivote. On fait un pivot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde les compétences intrinsèques de l'entreprise. Moi, j'ai essentiellement une équipe d'ingénieurs. Et par rapport à leur savoir-faire, on regarde justement comment on peut transformer
certains savoir-faire vers d'autres services. C'est ce qu'on a fait. On a orienté notre service. Et là, on est très fortement ancré sur le e-commerce. On vient de démarrer un grand projet pour un groupe de magasins textiles à La Réunion. Donc, ils ont plus d'une dizaine de magasins. Ils vont digitaliser leurs services. Ils vont avoir un site internet, une application pour vendre et pour livrer. Voilà. Donc, tout ça, ça nous permet de nous dire, voilà, on change un peu de métier. Alors, on verra si on change un peu de métier le temps de la crise. Est-ce qu'on est simplement dans une adaptation ou est-ce qu'on est comment dire, dans un courant qui va nous amener à changer profondément notre façon de faire et peut-être qu'un jour, tu vas apprendre que notre entreprise a changé de nom parce qu'on aura un nouveau marketing et qu'on aura des nouveaux produits. Tout ça, ce sont des choses qui sont ouvertes et probablement que beaucoup de collègues à moi ici ou ailleurs sont peut-être dans la même réflexion. Il y a beaucoup de business models qui se modifient. Donc, il faut penser à ça. Mais ça, je dirais que c'est... Bon, là, il se trouve qu'on est confronté collectivement au même problème. C'est rare, d'un point de vue mondial. Mais bon, dans la vie d'un entrepreneur, moi, ça fait 28 ans que je fais ça. Et évidemment, on a quand même des occasions de devoir penser comme ça, de se remettre en cause sur le business model, de devoir à un moment donné changer de stratégie. Voilà. Moi, si je prends le cas de mon entreprise qui s'appelle Megalite, bon, on est devenu éditeur de logiciels pour le secteur des compagnies aériennes et le secteur bancaire. Mais en fait, en 28 ans, on a changé 4 fois de métier, quoi, quand on regarde bien. Même si les technologies qu'on a employées, peu ou prou, leurs principes sont assez proches. Bien. Alors, la prochaine question, c'est un retour en arrière, dans le passé. Oui. Le passé de Philippe Arnaud Marquier, à 10 ans. Tu as Philippe à 10 ans devant toi. Qu'est-ce que tu lui dirais sur la vie qui l'attend, en fait? Alors, je pense qu'il faut davantage écouter. Moi, ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à écouter. C'était un enrichissement. Le problème, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a sa petite équipe et tout, bon, avec qui on s'éclate, c'est pas la question, mais faut toujours être capable de regarder au-delà de sa propre fenêtre et voir ce que font les autres. C'est pour ça, moi, que j'ai toujours adoré l'environnement associatif professionnel, parce que finalement, on y rencontre des concurrents, mais on apprend beaucoup des concurrents. Il ne faut pas voir un concurrent comme un ennemi, mais il faut voir un concurrent comme un compétiteur et puis quelqu'un qui va vous aider à vous améliorer. C'est comme ça qu'il faut apprendre la concurrence. Et puis surtout, un concurrent peut être un partenaire demain. Moi, ça m'est arrivé souvent dans mon entreprise d'avoir transformé un concurrent en partenaire et d'être heureux de conquérir des affaires ensemble, de servir des clients ensemble, parce qu'on n'est plus... Voilà, aujourd'hui, les clients, ils aiment avoir des services, on va dire, assez complets. Donc, voilà, on peut faire ça. Donc, c'est ça, c'est... comment dire, davantage avoir cette capacité d'écoute. Et puis, et de se dire que quand même, le temps nous est compté. Voilà. Le temps nous est compté, le temps passe vite. Moi, je me souviens que quand j'ai démarré, je pensais qu'on avait le temps. En tout cas, que... voilà. Mais c'est vrai que les années ont passé très vite. Wow. Les années ont passé très vite. Ah oui, non, mais ça, tu vas t'en rendre compte, Stella, ça passe très vite. Et donc, ça veut dire quoi? Et je comprends. En fait, je pense qu'il faut se fixer un peu d'urgence dans ce qu'on entreprend, surtout quand on réussit. Parce que quand on réussit, on a tendance à se dire, non pas que c'est arrivé, parce que je pense il faut quand même garder la tête sur les épaules. On est dans un monde, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, où rien n'est acquis, donc c'est le principe. On sait que rien n'est acquis. Au premier chef, la santé, la preuve, regardez ce qui se passe avec le Covid. Mais effectivement, si on n'a pas un caractère d'urgence, on peut croire que finalement,
les choses vont se faire toutes seules, c'est jamais le cas. Et le jour où justement on est confronté à une crise, on sera peut-être moins prêt, quoi. On sera peut-être moins prêt, moins agile. Ça se voit d'ailleurs, hein, regardez, moi, je vois comment les différents gouvernements dans le monde gèrent la crise Covid. Eh ben, ils sont pas tous sur un pied d'égalité parce que en fait, le mindset, il est pas le même. La manière dont on approche la difficulté n'est pas le même. La manière dont on s'apprête à sauter l'obstacle n'est pas la même. Et au bout du compte, on ne réalise pas le même saut. Donc c'est ça qui se passe. Et donc voilà, moi, c'est d'avoir ce sentiment d'urgence sur le fait de se dire il faut y aller, il faut y aller. Tous les gens qui éclairent nos propres destinées, parce que je pense souvent on s'inspire des autres. Moi, ça a été mon cas. Bon, voilà, on a tous des grands leaders en tête. Et ben, quand on regarde la manière de faire, on voit que ce sont un peu des gens pressés quand même, hein. Tu le vois, c'est des gens pressés. Et parce que pour eux, peut-être qu'ils ont ce sentiment d'urgence qui est à l'esprit et il faut y aller, quoi. Donc, voilà. Et donc, je pense que, voilà, essayons d'avoir, sans se stresser, hein. C'est pas une question de se stresser, c'est une question de se dire que c'est le rythme de la vie, il faut s'adapter à ce rythme-là. J'aimerais bien revenir sur le fait que tu aies dit avoir ce sentiment d'urgence, surtout quand on a du succès. Est-ce que tu peux être plus explicite sur ça? Tu as peut-être un exemple? C'est une expérience. Je pense que même quand je discute avec mes collègues et amis qui sont dans le business, on commet des erreurs et des fautes de gestion ou de choix, de stratégie quand on a les moyens de la commettre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a les moyens. Quand vous avez un peu plus d'argent, quand vous avez un peu plus de moyens, vous êtes confronté à des choix et vous avez plus de chances statistiquement de faire de mauvais choix. C'est comme ça. Voilà. Et si en plus vous avez des moyens, vous allez peut-être mettre davantage ou risquer davantage votre argent. Et donc statistiquement, c'est pareil, vous avez aussi la possibilité de vous planter plus amplement, quoi. Donc voilà, donc il faut se dire que il faut être très attentif au moment où on a un peu de confort, parce que c'est à ce moment-là que la situation peut se retourner, c'est à ce moment-là que vous allez être moins alerte et moins voir venir l'obstacle. Donc ça, et l'endormissement n'est pas loin. Voilà. Et donc du coup, le sentiment d'urgence, ça vous permet peut-être de vous garder peut-être de passer d'un rythme soutenu à un rythme nonchalant. Et pour le business, un rythme nonchalant, c'est pas bien. Waouh. Je crois que c'était ma dernière question, mais juste une toute petite dernière, parce que c'est important ce que tu dis. Comment est-ce que, tu en as déjà peut-être un petit peu parlé, mais comment est-ce qu'on sait quel est le moment d'alerte pour se dire attention, on tombe dans l'endormissement? Je pense que, alors, c'est pour ça que j'aime bien ce métier d'entrepreneur, c'est qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup l'occasion de vous endormir parce qu'en fait, quand vous ne vous rendez pas compte de ça, il y a deux environnements qui vous le rappellent très vite, vos clients, vos concurrents. Voilà. Les clients qui ne seront pas satisfaits parce qu'eux, ils vont benchmarker vos services et votre offre avec d'autres et ils ont bien raison. Et puis, vos concurrents qui vont vous rafler la mise, hein, faut être très clair. Et donc, voilà, on n'a pas vraiment l'occasion de s'endormir très longtemps. Ce qu'il faut faire en sorte, c'est que si c'est le cas, il faut absolument que le réveil soit pas trop difficile, quoi. Voilà. Donc, vous avez besoin, après, on va dire, toutes les règles de bonne gestion d'une entreprise, de prévision, d'asseoir une partie de son chiffre d'affaires sur du récurrent, voire le tout en récurrent encore mieux. Voilà, donc il y a des tas de solutions pour faire en sorte que votre business model, au moment où il sera stressé, ne sera pas complètement renversé par terre, quoi, hein. Donc, voilà, des choses qu'on apprend avec l'expérience ou qu'on apprend à l'école et qu'il faut se hâter d'appliquer. Philippe, merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Excellent. J'aime bien le fait qu'on ait abordé des éléments de vie, des éléments business et pourquoi est-ce que tu mets autant d'entrain dans ce que tu fais.
Moi, ça a été une belle découverte et je suis sûre et certaine que ceux qui nous écoutent aussi ont énormément appris. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci, Stella. Merci. À bientôt. À bientôt.